Alors du coup, moi je suis Claire Mouquet, je suis directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui est juste à côté également. Et je travaille depuis maintenant, presque 30 ans quand même, sur les problèmes d'alimentation et de nutrition pour les populations des pays du Sud. Alors du coup, je voudrais vous parler, on a beaucoup parlé des milles, des sorgho, donc comme David l'a expliqué, tout ça ce sont les milles, mais en fait ça regroupe plusieurs espèces différentes. Là j'en ai retenu 4 là, sur cette diapositive. Donc c'est vrai que ce sont des céréales qui poussent particulièrement, qui sont originaires d'Afrique et qui poussent dans des zones quand même chaudes, même si maintenant on arrive à les cultiver un peu dans toutes les régions du monde. Donc là j'ai retenu le sorgho, le mil, alors avec cette forme un peu mil chandelle, c'est peut-être un mauvais terme le mil chandelle, ou le mil perlé, toi tu l'as appelé mil perlé, c'est la même chose. Le fonio et le teff. Donc le fonio c'est une toute petite céréale, c'est vraiment tout petit, et le teff c'est encore plus petit, donc c'est vraiment la graine, c'est de la taille d'un grain de sable. On le voit avec la première ligne qui correspond au poids. C'est une caractéristique qu'on utilise en agronomie pour caractériser les grains. On pèse 1000 grains. On n'en pèse pas 1000. En général, on pèse 50 3 fois et puis on multiplie pour revenir au poids de 1000 grains. Mais vous voyez que pour le sorgho, on est à 21 grammes pour 1000 grains, le mil 8, et le fonio, on est à 0,5 et même le teff à 0,26, donc grammes pour 1000 grains. Donc c'est pour vous donner un petit peu une idée de la taille de la graine qui est vraiment minuscule. Bon alors donc ces différentes céréales là sont consommées particulièrement dans différentes régions d'Afrique. Voilà, je ne vais pas trop insister là-dessus. Je voudrais maintenant vous présenter un peu quelques plats traditionnels qui sont élaborés à partir de ces produits. Donc le premier, là, dans l'assiette ronde que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le tau ou la pâte ou la boule en fonction des pays. C'est très, très consommé en Afrique de l'Ouest. Ici, c'est un plat familial traditionnel, notamment au Burkina Faso. Et c'est consommé, cette pâte, donc élaborée souvent avec du mil, parfois avec du maïs, et consommée avec une sauce. À côté, vous avez des galettes de mil, des petites galettes de mil, préparées au Burkina Faso aussi. Et encore à droite, vous avez une bouillie de mil fermenté, qui est largement consommée en Afrique de l'Ouest comme petit déjeuner. Pratiquement une personne sur 2 qui va consommer cette bouillie de mil fermenté au Burkina, par exemple. Ici, vous avez le plat familial traditionnel en Éthiopie qu'on appelle l'injera. Donc c'est comme une galette, ça ressemble beaucoup à la galette de sarrasin. Ça cuit que d'un côté, alors sur le dessus c'est très très alvéolé. Je ne sais pas si certains d'entre vous, pour le mil, je n'ai pas l'impression qu'en France on puisse aller dans des restaurants où on consomme des produits à base de mil, ou en tout cas c'est assez rare. Par contre, je ne sais pas si parmi vous avez eu l'occasion de consommer de l'injera. Les restaurants éthiopiens ne sont pas très répandus, mais il y en a quand même. Et donc, si vous allez dans un restaurant éthiopien, immanquablement, vous allez consommer ce plat qui est très, très répandu. Et donc, l'injera est élaboré à partir de teff. Et puis ici, vous avez donc un plat de fonio en Guinée. Donc, le fonio, c'est une toute petite céréale qui est consommée comme du couscous, avec une sauce. Voilà, donc ce plat familial traditionnel, il est souvent consommé à la main. Là, vous avez un petit enfant qui consomme son plat de tau avec de la sauce à base de feuilles. Donc voilà, nous, on n'a pas trop l'habitude, mais en général, les gens sont très habitués à consommer, à prendre à la fois la partie la céréalière et puis la sauce. Concernant ces céréales du coup traditionnelles, déjà si on regarde la part des céréales dans notre alimentation, là vous voyez j'ai mis 4 grandes régions du monde: l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. Et donc on voit sur les barres marron là, c'est les disponibilités énergétiques
alimentaires. Donc on voit qu'elles sont les plus élevées en Europe. Bon, c'était en 2013, ça date un petit peu, mais voilà. Elles sont très élevées en Europe, en Amérique, un petit peu moins élevées en Asie et encore un petit peu moins élevées en Afrique. Mais bon, sachant qu'une personne a besoin de entre 2000 et 2500 kilocalories par jour, normalement, elle devrait couvrir tous les besoins énergétiques de tout le monde. Et si on regarde la consommation des céréales en Europe, ça apporte 29% ça correspond à 29% des disponibilités énergétiques, 32% en Amérique, et par contre 50% en Asie et 48% en Afrique. Donc pratiquement la moitié en Asie et en Afrique de nos apports énergétiques alimentaires sont apportés par les céréales. Donc vous voyez, c'est très très important. Et du coup, comme on consomme, ça veut dire que ces populations consomment des quantités très très importantes de céréales. Comme les céréales contiennent quand même des protéines et des lipides, eh bien finalement, ça représente près de 50% des apports en protéines qui viennent des céréales. Donc c'est quelque chose que souvent on n'imagine pas, parce qu'on n'a pas l'impression que les céréales soient riches en protéines. En effet, elles ne sont pas très riches, mais il y en a quand même, ce qui fait que quand on en consomme beaucoup, ça représente quand même quelque chose. Et 15% des apports en lipides, alors qu'en Europe, du coup, c'est beaucoup plus faible. Voilà, donc la question qui se pose, c'est est-ce que les céréales traditionnelles africaines, donc mil, sorgho, fonio, teff, est-ce que c'est mieux ou pas que les nouvelles... Alors moi, je les ai appelées nouvelles céréales, mais vous diriez peut-être anciennes, parce que moi, j'ai voulu dire nouvelles pour les pays africains, dans lesquels il y a des nouvelles céréales qui sont apparues dans l'alimentation, telles que le riz, le maïs, qui n'existaient pas peut-être il y a un siècle ou deux en arrière. En Afrique, effectivement, on a constaté... Alors, on parle beaucoup d'abandon des céréales traditionnelles pour d'autres céréales telles que le riz ou le maïs. Est-ce qu'il y a vraiment un abandon? Et est-ce que cet abandon-là serait préjudiciable sur le plan nutritionnel? Alors d'abord, est-ce qu'on a vraiment une diminution de la consommation des céréales traditionnelles au profit des nouvelles céréales que sont le blé, le maïs et le riz dans ces pays africains? Eh bien, en fait, oui, on a eu depuis les années 60, depuis 1960, une forte augmentation de la consommation du blé, du maïs et du riz. Et on voit là, sur le graphique, que sur les deux courbes rouges et vertes, on voit qu'effectivement, la consommation elle a diminué pour le sorgho et le mil jusque dans les années 80, mais depuis, ça semble s'être stabilisé quand même. Donc on voit que... Finalement, peut-être que les gens, ils ont eu besoin de variété. Ils ont consommé des nouvelles céréales parce qu'elles sont pratiques, elles se conservent bien. Peut-être aussi parce que parfois, elles arrivent sur leur marché à des prix plus faibles que les céréales qui sont produites localement et qui sont traditionnelles. Peut-être pour des raisons de rendement, pour différentes raisons. Mais il y a eu ce désir de varier, voilà, et c'est surtout en milieu urbain, en effet. Donc on a eu l'augmentation beaucoup de la consommation du blé, du maïs et du riz. Mais on s'aperçoit qu'il y a certains aliments qui sont très traditionnels et très ancrés culturellement et qui sont toujours consommés à l'heure actuelle, dont cette fameuse bouillie de mil que je vous ai présentée tout à l'heure, qui subit une fermentation lactique. Donc du coup, j'ai mis un gros tableau un petit peu indigeste là, que je n'ai pas eu le temps de mettre sous forme plus acceptable. Je voulais juste vous montrer qu'en termes de composition comme ça, si on regarde globalement, si on s'intéresse par exemple ici juste à la teneur en protéines, on voit qu'entre les céréales traditionnelles et les céréales maïs ou riz, on est autour de 9-10% de protéines. Il n'y a pas de grosse différence. C'est le groupe des céréales, quoi. C'est un peu ce qui caractérise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le grain, eh bien, les nutriments sont répartis de façon un peu différentielle. Donc on a cette grosse partie jaune ici, qui est l'albumène qui contient l'amidon, et on a cette partie verte très importante, qui est le germe et qui contient les lipides, les minéraux. Et puis les protéines, il va y en avoir un peu partout, mais elles sont aussi situées dans une petite couche qu'on appelle la couche à aleurones, là. Voilà. Et puis les enveloppes, alors c'est vraiment la petite couche jaune extérieure, celles-là, elles vont être très riches en fibres. Donc une composition différentielle des différentes parties du grain, ce qui fait que quand on décortique, c'est-à-dire qu'on enlève l'enveloppe extérieure, eh bien on va modifier la composition nutritionnelle. Et donc cette diapo qui est importante, c'est qui montre un peu le... Alors déjà ici, vous avez les deux modes de décortiquage traditionnels. Donc ici, c'est pilon mortier,
Donc c'est vraiment très rustique. Et puis ici, vous avez des petits décortiqueurs de quartier qui permettent d'éliminer les enveloppes. Alors là, on voit les grains entiers, le grain de sorgho, le grain de mil, le grain de fonio entier, et puis le teff. Bon, le teff, c'est tellement petit que de toute façon, on ne peut pas le décortiquer. Mais le sorgho, vous voyez, on arrive à enlever les enveloppes. On voit des petits morceaux d'enveloppe là qui dépassent. Ici, sur le mil aussi, on voit le jaune, ce sont les enveloppes. Mais si on décortique beaucoup, on va enlever même le germe. Vous voyez, le trou là, c'est carrément le germe du sorgho qui est parti. Par contre, dans le cas du mil, le germe, il est vraiment enchâssé dans la graine, donc le décortiquage ne va pas trop l'enlever. Et donc ça, eh bien, juste pour finir un peu mon propos là-dessus, c'est que du coup, lorsque l'on utilise les graines décortiquées, eh bien, sur le plan nutritionnel, on va avoir des différences importantes. Et là, pour le coup, on a toujours, grosso modo, 8 à 11% de protéines dans les céréales traditionnelles. Et par contre, on a moins de protéines dans le riz et dans le maïs décortiqué. Et puis pour les lipides aussi, on en a perdu beaucoup. Voilà, donc en fait, on s'aperçoit qu'on avait à peu près la même composition nutritionnelle en termes de macronutriments, en termes de protéines et de lipides avant décortiquage. Mais c'est le décortiquage, là, qui a fait la différence entre les céréales traditionnelles et les céréales, nouvelles céréales, donc maïs et riz. Donc c'est pour dire que les céréales traditionnelles restent vraiment un pilier de l'alimentation dans de nombreux pays en Afrique. Et leur importance probablement va s'accroître parce qu'on travaille beaucoup pour améliorer le rendement des variétés, etc. Donc elles devraient quand même permettre de mieux faire face au changement climatique. Donc lors de leur transformation, ça va être le décortiquage. Il y avait une question sur les effets de la cuisson sur les nutriments. Mais en fait, là, pour les céréales, ça dépend des produits. Votre question a été très, très vaste. Et pour les céréales, ça va être surtout le décortiquage, là, qui aura plus d'effet que la cuisson. Parce qu'il y a peu de nutriments sensibles à la température dans ces céréales, sauf peut-être la vitamine B1. Dans les pays, elles sont principalement transformées à l'échelle artisanale. Et donc, maintenant, quels sont les challenges? Eh bien, il faudrait peut-être continuer à promouvoir ces céréales traditionnelles pour maintenir leur consommation dans les milieux urbains. Donc, améliorer les rendements, je l'ai dit, pour qu'elles soient largement disponibles à un prix raisonnable sur les marchés. Et puis, pour promouvoir la consommation en France, qui reste, vous avez posé plusieurs fois la question sur la qualité gustative. En fait, il y a très peu de produits en France. On n'a pas l'opportunité de les consommer. Donc, il faudrait peut-être s'inspirer des savoir-faire africains pour essayer de promouvoir la consommation en France.